prélude, en préface devrais-je dire, à la Truffière au Livre, le salon du livre de Rocamadour, qui se tiendra le 3 septembre prochain. Radio Vicomté a réuni 4 auteurs parmi les 70 qui seront présents. Tout d'abord, l'invité d'honneur, Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions, qui fait part de cette expérience dans son dernier ouvrage, Les ailes intérieures, paru chez Plomb. Sandrine Mage, une poétesse, parolière et écrivaine, en face de laquelle il convient d'éviter de torturer la langue de Molière et les liaisons mal à propos, puisqu'elle est la présidente de la délégation Lot de l'association Défense de la langue française. Jean-Louis Zambert, confrère journaliste, spécialiste dans l'investigation dans les secteurs économiques, financiers et politiques, qui sera notamment présent à Rocamadour avec son dernier ouvrage, 56, tome 2 de Mensonges et Crimes d'État. Et Jean-Jacques Nanot, son livre qui va paraître à compte d'auteur, c'est un ouvrage dans lequel il rend hommage à son père Henri, écrivain et poète, ami du surréaliste André Breton et accusé à tort d'attentat. Des mémoires, de la poésie, un essai et une biographie, beau résumé de l'éclectisme des auteurs qui seront présents à Rocamadour le 3 septembre prochain. Ma première question s'adresse à vous 4. Quels sont vos liens avec le Quercy et peut-être plus précisément avec Rocamadour ? Alors me semble-t-il que nous avons quelqu'un qui a été élu parce qu'il ne s'était pas présenté. Je pense que j'ai résumé la situation. Bonjour. Bonjour, Patrick de Carolis, vos attaches à Rocamadour. Elles ont une vingtaine d'années, un peu plus d'ailleurs, puisque mon premier contact avec le Lot a été familial, des vacances, et puis le coup de foudre. Le coup de foudre pour cette cité, sans doute me rappelait-elle les crèches de mon enfance, de Provençal, puisque moi je suis provençal, que j'y ai vraiment mes racines. Et ces murets en pierre sèche, cette verticalité qui est la marque de fabrique de cette cité m'a tout de suite ému. Et donc j'ai acheté une petite ferme très simple, très spartiate. Et puis voilà, nous y avons planté des petites racines. Et vous êtes familial. Et vous êtes sous la protection du Randal. Et surtout de la Vierge. Et surtout de la Vierge, oui, la Vierge noire de Rocamadour, qu'il faut absolument aller voir. Sandrine Mage, alors vos racines sont lotoises ou c'est aussi un coup de foudre ? Ah non, c'est pas un coup de foudre, bien qu'il reste un coup de foudre, puisque c'est ma région natale niveau maternel. Donc je suis ancrée à Rocamadour. Du côté maternel. De tout temps, c'est une longue tradition familiale ou ça date seulement des parents ? Vos origines de Rocamadour ? Oui, c'est de tout temps, oui. Jean-Louis Zambert, alors. Oui, alors moi c'est un peu comme Patrick. Je suis venu dans le Lot avec mes parents pour des vacances familiales en 62. Et puis il y a eu un coup de cœur, un véritable coup de cœur pour cette région, pour ces murets de pierre sèche, pour cet artisanat comme Denois à Brive. Bon, c'est un peu plus haut, mais aussi les potiers, un tas de choses. Et puis j'ai eu la chance, mes parents ont eu un coup de cœur, ce qui fait que nous sommes revenus en location 3 ans de suite. Ils ont acheté après une vieille ferme qui était abandonnée sur le Causse de Martel, et j'ai eu la chance là de rencontrer un peintre qui vivait un peu en ermite, qui était Pierre Cateron, qui faisait notamment des figures de clowns et qui m'a appris à suivre les chemins de Jean Ferrat, aller braconner la truite, les écrevisses, et quand on a ces odeurs en tête le soir, quand on va chercher l'écrevisse dans les petits ruisseaux, que l'on sent le thym qui vient caresser la montagne. C'est une région où j'ai toujours été bien parce qu'il y a un équilibre entre les gens, la terre, les odeurs, et c'est une région tranquille. Malheureusement, mon métier m'en a détaché. Jean-Jacques Nanot, alors vos attaches, vous êtes plutôt côté corrézien, vous ? Mais moi, je suis de la moyenne Corrèze, disons même ça touche presque la Haute-Vienne. Je suis né à Meillard, pays du Zerche. Bien sûr, quand on vient par ici, c'est le midi par rapport à nous. Et donc, vous êtes déjà venu à Rocamadour ? Oui, la dernière fois, ça devait être au mois de juin pour un rallye touristique, justement, avec le club rétromobile du Zerche. Qu'est-ce que vous avez comme vieille voiture quand vous venez ? Moi, je n'ai pas de vieille voiture, je me fais amener, j'ai un chauffeur. Oh, mais il n'est pas très ancien, un chauffeur. D'accord. Privilège de l'auteur d'avoir son chauffeur ? Non, c'est par amitié. Alors donc nous allons parler de vos livres, et puis puisque vous êtes l'invité d'honneur, Patrick de Carolis, votre dernier ouvrage s'appelle Les ailes intérieures, où vous retracez un petit peu vos aventures ou vos mésaventures lorsque vous étiez président de France Télévisions. Alors si le titre n'avait pas été pris, est-ce que vous l'auriez titré « Merci pour ce moment » ? Oui.
Pourquoi pas, parce que moi j'ai 43 ans derrière moi de vie professionnelle, essentiellement à la télévision, même si j'ai fait un pas de côté en dirigeant un jour pendant 4 ans le Figaro Magazine. Mais donc j'ai fait essentiellement de la télévision. La période de la présidence de France Télévisions s'inscrit dans cette perspective. Elle a duré 5 ans, elle a été intense, elle a été forte et elle a été merveilleuse, même si c'est pas simple de diriger une entreprise de 12 000 collaborateurs, pris entre les exigences d'un cahier des charges et puis les volontés d'un actionnaire qui est l'État, qui ne sait pas toujours ce qu'il veut, etc., etc. Donc c'est pas simple, mais ça reste un immense et merveilleux souvenir. Ce livre, les ailes intérieures, c'est un titre que j'ai emprunté à Paul Valéry. Paul Valéry qui disait j'ouvre profondément toujours pour la première fois ces ailes intérieures qui battent le temps vrai. Elles portent celui qui est de celui qui fut à celui qui va être. Et j'ai trouvé que ce titre m'intéressait parce qu'il s'imposait à l'écrivain, il imposait à l'écrivain l'arrêt du temps, c'est-à-dire 43 ans de vie professionnelle, et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter sur le bord du chemin et puis regarder non pas le chemin parcouru, mais ce qui a fait l'essentiel de sa vie. Et donc c'est cette pause-là que j'ai voulu faire dans ce livre, montrer ce qui était important pour moi, ce qui avait été important pour moi, et peut-être même inscrire sur cette route quelques vérités qu'il était bon de rappeler. Quand on est responsable d'un groupe de télévision, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? C'est le rapport avec les artistes, les vedettes, les journalistes, l'État, voire le politique, puisque me semble-t-il, vous avez eu quelques mots avec un certain Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai eu des mots parce qu'on avait des tempéraments bien trempés. Mais vous savez, France Télévisions, c'est une très grosse entreprise qui doit avoir et qui a une grande responsabilité. C'est de porter des missions de service public. Et dans ces missions de service public, ça a été le service public de l'audiovisuel public est né dans les années 40, juste après la guerre, pendant et après la guerre, où on a senti qu'il fallait donner quelque chose d'important au peuple français, aux citoyens. Et on a bâti le service public sur un trépied qui était l'information, le divertissement et la culture. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que l'information, tout le monde en fait, toutes les chaînes nouvelles, oui, il y a même des chaînes à 100% informatives. Oui. Le divertissement, il y en a de plus en plus. Les chaînes privées, et c'est leur modèle, et c'est légitime économiquement, font beaucoup de divertissement pour attirer la publicité, c'est très bien. Et puis la culture, on en a de moins en moins. Et on en a de moins en moins sur le service public. Donc il faut préserver cet espace culturel. Et donc moi j'ai essayé pendant 5 ans, à la tête de France Télévisions, de remettre, non pas de tapisser 100% le service public de culture, mais de remettre la culture à sa place, c'est-à-dire pour que le trépied soit équilibré. Et la culture, elle est importante, pourquoi? Elle est importante parce que elle permet de créer un socle commun où chaque individu, chaque citoyen va pouvoir s'agréger sur ce socle, et donc permettre le vivre ensemble. Puis elle a une vertu très personnelle, elle permet à chaque individu d'aller chercher au fond ses ailes intérieures, d'aller au plus profond de soi pour se révéler, savoir qui on est exactement. Et c'est cette culture qui vous permet ça. Quand vous tombez en admiration devant un tableau et que vous êtes ému aux larmes, et que votre voisin, lui, n'est pas ému, pas du tout, c'est qu'il y a une différence, c'est parce que vous êtes constitué différemment. C'est parce que ce qui vous anime est différent. C'est parce que les tiroirs qui sont fermés à l'intérieur de vous-même évoquent quelque chose de différent du voisin. Donc, cette culture-là, deuxième vertu, elle vous révèle. Et puis la troisième vertu, elle est essentielle, elle est très importante. Elle va vous donner cette autonomie de la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va vous dire que vous êtes un être unique. Et que votre façon de penser n'est pas la même que celle du voisin. Et pourtant, vous êtes sur le même socle. Vous êtes agrégé par quelque chose de commun. Donc cette culture, elle vous agrège, elle vous révèle, elle vous libère. Et pour ça, je pense que le service public a une grande mission, surtout en ce moment où les esprits sont un peu déstructurés, comme on dit. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, de fournir ça. Et elle aurait tendance elle aurait intérêt en tout cas à aller un peu moins vers le divertissement,
pour aller un peu plus vers la culture, parce qu'elle aiderait comme ça un pays, une nation, une région, une ville à fédérer et à faire en sorte que les gens vivent un peu mieux leur propre vie et avec celle des autres. Mais alors, est-ce que dans ces cas-là, votre grande difficulté n'est pas de faire le grand écart entre Médiamétrie qui tombe tous les matins et diffuser les Gnossiennes Vous avez totalement raison, c'est horrible. C'est horrible de se dire que... C'est pour ça qu'on a deux systèmes, deux valeurs de pensée, qui est le service public et puis les télévisions privées, et qu'il ne faut pas les regarder tous les deux avec le même prisme de valeur, avec le même prisme de référence, c'est-à-dire l'audimat. L'audimat sert énormément au privé. Oui, et aux tarifs publicitaires. Et aux tarifs publicitaires, elle ne devrait pas forcément servir au public. On n'est pas là pour qu'il y ait de plus en plus de monde, et donc de baisser le plafond pour que tout le monde puisse accéder au plafond. On est là pour soulever le plancher et pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui se soulève avec le plancher. C'est un raisonnement, une vision totalement différente. Dans ce cadre-là, quel est votre meilleur souvenir d'avoir réussi à unir culture et médiamétrie dans tout ce qui a été présenté? Là, c'est très personnel. Moi, j'ai eu la chance, tout au long de ma carrière, de créer des magazines. Quand j'étais sur la 5, j'ai créé Reporter. Sur la 6, Zone Interdite. Et sur France Télévisions, j'ai créé... le dernier, ça a été le Grand Tour. Et avant le Grand Tour, il y a 20 ans, tout juste. C'était en 97. En novembre 97, j'ai créé Déraciné des ailes. Et ce concept Déraciné des ailes, c'était justement de marier la qualité et l'audience, d'essayer de montrer, de démontrer qu'avec de la culture, on pouvait aussi faire de l'audience. Mais que c'était pas le but, c'était pas l'objectif, c'était la récompense. L'audience sur le service public, ce n'est pas l'objectif, c'est la récompense. Et alors, quelle belle récompense avez-vous eue? Vous avez un souvenir? Vous savez, j'ai fait des antennes d'émissions, donc j'ai pas une émission comme ça. Si, il y en a une qui m'a marqué, c'est quand nous sommes allés à l'étranger, et notamment au temple de Luxor, en Égypte, où j'avais déjà fait une émission au musée du Louvre. Et vous savez, quand j'ai dit à mes responsables à l'époque, je n'étais pas encore directeur, et j'avais un directeur des programmes, et je lui ai dit, tiens, je ferais bien une émission en direct des Racines et des Ailes au Louvre. Et il m'a regardé en me disant, au Louvre? Un musée à 20h30, mais tu n'y penses pas. J'ai dit, mais si, on a une façon d'écrire, de faire de la télévision qui est un peu différente. Et puis ça a marché. Ça a marché. On était en direct à l'époque. Et il y avait dans le public qui était venu voir l'émission l'ambassadeur d'Égypte. Et à la fin de l'émission, il m'a dit, vous devriez venir en Égypte, au pied des pyramides. J'ai dit, chiche. C'était une belle invitation, oui. Alors on a tapé dans la main, et puis j'ai mis quelques mois quand même à avoir les autorisations officielles. Et puis au dernier moment, j'ai dit, je voudrais pas aller au pied des pyramides. Je voudrais aller dans un temple, le temple de Luxor, parce que ça s'était jamais fait. Et puis il y avait beaucoup plus de choses à raconter que d'être face ou au pied d'une pyramide. Voilà. Donc ça, c'est un très beau souvenir. Eh ben voilà. Aujourd'hui, tout compte fait, est-ce que vous êtes plus tranquille en écrivant votre dernier ouvrage, Les ailes intérieures, ou quand vous étiez président d'un groupe de télé, où là la pression devait être quotidienne, pour pas dire heure par heure? Oui, mais vous savez, moi depuis 5 ans maintenant, je dirige un musée qui est le musée Marmottan-Monet à Paris, et vous savez, l'activité n'a pas cessé après la télévision. J'ai arrêté la télévision, non pas parce que j'ai décidé de l'arrêter, mais parce qu'on a décidé de l'arrêter pour moi. Oui, tout à fait. Je sais pas, peut-être que les cheveux blancs commençaient à faire peur. Je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas souhaité renouveler cet exercice-là. Et j'ai pris la direction d'un musée, et j'en suis extrêmement heureux. C'est le musée de Monet, c'est le musée qui offre le premier fonds mondial de Claude Monet. J'en suis ravi. C'est un superbe musée que j'ai eu l'occasion de visiter. Eh bien, je vous propose un petit souffle musical avant que nous donnions la parole à notre poétesse présente dans nos studios.
Deuxième invité dans cette émission spéciale en prélude au Salon du Livre de Rocamadour qui se tiendra le 3 septembre. Nous avons dans nos studios Sandrine Mage, qui se présente comme écrivaine, poétesse et comédienne. Alors qu'est-ce que vous préférez de ces trois occupations, de ces trois passions ? Tout est complémentaire. L'écriture, c'est déjà ma première vocation, je vais dire. Mais la comédie, c'est quelque chose. Et en tant qu'écrivain de pièces ou de textes ou en tant qu'actrice ? Actrice. Actrice. Mais je songe aussi à l'écriture, parce que je fais beaucoup d'écriture dans beaucoup de domaines. Mais écrire une pièce de théâtre m'attire aussi. Écoutez, vous dites que vous êtes poétesse. On va vous mettre au défi. Est-ce que vous pourriez nous dire l'un de vos textes ? Avec plaisir. Alors nous vous écoutons. Nous sommes tout oui, si je puis Vous pouvez le formuler comme ça. D'accord. Je n'ai pas fait encore trop de cuir dans la langue française. Non. Je vous remercie. Alors puisqu'en ce moment je suis sur un domaine de musique, puisque j'accompagne des amis qui s'appellent l'Univers Brassens, qui chantent de la chanson française et qui défendent cette chanson française. J'écris des textes chansons avec eux, donc je vais rester dans la musique et je vous propose pour quelques notes. Pour quelques notes, baisser les paupières. Pour quelques notes, éteindre la lumière, se laisser envahir de douceur comme une caresse dans le vent, et au son d'une voix au timbre rêveur, s'endormir jusqu'au soleil levant. Encourager le silence à vivre plusieurs minutes et donner à des mots une chance de devenir un refrain culte. Et puis, fermer les yeux prisonniers de l'artiste et ne jamais s'évader de ce pur moment égoïste. Je voulais vous demander, est-ce qu'on écrit de la même façon des contes de Noël pour enfants, de la poésie ou un texte de chanson ? Dans ces cas-là, dans tous ces cas que vous présentez, je maintiens la poésie. Je veux toujours que ce soit poétique. Alors, quelle définition donnez-vous à la poésie ? Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit harmonieux, doux, oui. Il faut que ce soit méchant. Non. On peut dire des choses fortes avec une belle musicalité, une belle mélodie. Il y a des poètes reconnus aujourd'hui comme Baudelaire, ils n'ont pas toujours écrit de belles choses. Quand ils parlaient de la Belgique comme un bâton merdeux, je cite dans le texte, excusez-moi, c'est pas toujours quelque chose de très doux. On a le droit de s'égarer aussi. Écoutez, Baudelaire va être content. Alors, avec quel texte, quel roman, quel recueil viendrez-vous à Rocamadour ? Alors, principalement avec mes recueils de poésie, mon livre de contes pour enfants, et je viens de terminer donc, et je le regrette de ne pas le présenter à Rocamadour, je viens de finir l'écriture de mon premier roman qui est actuellement chez différents éditeurs. Je veux bien qu'il se presse un petit peu, mais c'est vraiment très difficile. Voilà, donc vraiment je regrette de ne pas pouvoir le présenter, ce roman qui commence à Rocamadour, parce que j'ai beaucoup parlé de ma région natale paternelle, le Ségala, où j'ai fait énormément de choses. J'avais créé un salon du livre là-bas, et j'avais très peu parlé de ma région maternelle, pour diverses raisons, surtout personnelles, et j'avais envie de revenir un petit peu à ces sources-là et de parler de Rocamadour. Donc l'action démarre à Rocamadour sur mon roman. Voilà, il se terminera à Rocamadour. Parce que la cité mariale est elle-même un décor superbe pour un roman ? Oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est l'inspiration et ce qui dégage à chacun. Moi, Rocamadour me parle pour déjà ce côté familial, et c'est important. Je suis aussi très impressionné parce que je suis en face de la présidente de l'association Défense de la langue française pour la délégation du Lot. Alors, est-ce que vous êtes une puriste de la langue française ou est-ce que vous pensez que notre langue évolue ? Déjà, notre langue, elle est en danger. Il faut la défendre. Pourquoi elle est en danger ? Parce qu'il y a plein d'anglicismes. Oui, alors il y a les anglicismes, mais bon, après il y a tout un phénomène de société qui évolue avec les portables, les textos, on écrit n'importe comment. Il faut resensibiliser les jeunes aussi à la poésie, à l'écriture, à bien écrire. Voilà, ça c'est important, donc on voit bien que c'est un petit peu en danger. Pourtant, certains pédagogues disent que le fait justement qu'il y ait ces textos, ces SMS, ont redonné le goût de l'écriture, même si c'est mal écrit, je suis désolé, mais est-ce que ça n'a pas redonné un petit peu le goût de l'écrit à nos jeunes ? Peut-être pas de la meilleure façon qu'il soit. Ah. Voilà. D'accord. Et alors, que faudrait-il faire pour redonner ce goût ? Parce que c'est vrai que quand on nous fait lire, je sais pas, Ronsard, peut-être que tant qu'on est wesh wesh du 9-3, on a un peu de difficulté à accrocher avec ce type de texte.
Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'amener la culture dans les collèges. Moi, je connais bien le phénomène puisque je suis restée 7 ans dans l'éducation nationale en tant qu'assistante d'éducation et j'ai toujours proposé des ateliers d'écriture où on a fait de superbes projets. Moi, j'ai créé un concours de poésie. On a été jusqu'à une participation nationale de la MOPA. La MOPA, c'est l'association des membres de l'ordre des palmes académiques. Et j'ai 3 élèves qui ont eu des prix littéraires nationaux. Donc, on s'est rendu à la Sorbonne. C'est vraiment de très bons moments et ça sensibilise énormément les élèves. Et donc, face à ces succès, ça met une dynamique à travers le collège et à travers les élèves. Justement, oui. Réaction, parce qu'on a eu la même réflexion avec vous, Patrick de Carolis. Est-ce que pour beaucoup de gens, quand on entend le mot culture, on dort déjà? Oui, et ça c'est le réflexe des gens qui ne veulent pas faire de culture en disant mais la culture ça ennuie. Non, ça n'ennuie pas beaucoup. Je reviens parce que j'ai pris le livre de Sandrine et vous me demandiez tout à l'heure si j'avais pu reprendre un titre. Merci pour ce moment. Il y a un poème ici que Sandrine a écrit qui s'appelle Juste un petit moment encore. Vous permettez que je le lise, hein? Juste avec plaisir. Pas lent, timide, déroutants et fragiles. Je bois tes paroles limpides sur un air difficile, mêlant tristesse et volupté, accordant les notes du bonheur pour dissoudre l'absence regrettée. Jouissant encore d'un petit moment avant d'ouvrir les yeux et te chercher à travers l'inconnu où jamais je ne pourrai te trouver, où jamais tu ne seras. Juste un petit moment encore. Accorde-moi ta grâce et dans un dernier effort, trouble ma vie qui me lasse. Ah, mais bravo, voilà un bel hommage. Très belle lecture déjà. Merci. Alors, au point du débat où nous en sommes, vous êtes tous auteurs, vous avez tous un certain accès à l'éducation. Qu'est-ce que vous donneriez pour faire plaisir aux gens qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas y avoir accès? Qu'est-ce que vous donneriez comme définition au mot culture? Voilà. Vous devez écrire un dictionnaire, culture, 2 points. Qu'est-ce que vous mettriez les uns et les autres? La culture, déjà, c'est le partage, et c'est important de partager. On parlait du vivre ensemble. Moi, je viens de faire, je suis sur un diplôme et je viens d'évoquer justement ce vivre ensemble, et c'est important parce qu'on a l'impression que les gens on oblige les gens à se séparer, et c'est important de revenir sur ce vivre ensemble. Et la culture, quel que soit l'art, que ce soit la musique, la lecture, les tableaux, permet justement ce rassemblement et ce partage. Et tant qu'on partage, on a des sourires. Et tant qu'on a des sourires, on a des grands bonheurs. Ah, quelle belle définition. Peut-être un peu longue pour Monsieur Robert. Alors, je ne sais pas, par exemple, Jean-Louis Zambert, qu'est-ce que vous donneriez comme définition à la culture? Moi, je dirais curiosité, aventure et découverte. Curiosité parce que on ne peut pas vivre sans être curieux. Pas besoin d'être journaliste, je veux dire, mais d'être curieux de ce qui se passe autour de chez nous, dans notre environnement, dans les livres d'histoire. Aventure, parce qu'il ne faut pas hésiter, lorsque l'on ne connaît pas, à poser les questions, mais comment ça fonctionne? Pourquoi c'est comme ça? À quelle époque cela se passait-il? Puis découverte, parce que l'aventure, c'est elle qui nous emmène aussi à appréhender ce qui nous échappait ou ce que nous ne connaissons pas. Moi, je suis venu au métier de journaliste parce que j'étais diplômé de l'enseignement agricole, mais je ne me voyais pas du tout, quand j'avais un brevet de technicien agricole, poursuivre des études pour travailler sur une paillasse. Et pourquoi le journalisme? Parce que pour moi, le journalisme, c'était un métier où on est obligé de se remettre en cause tous les jours, à chaque fois que l'on fait quelque chose, même si c'est des brèves, même si c'est des petites enquêtes. Il faut savoir parler des choses, et pour en parler, il faut les connaître. Et on ne peut pas avoir, comme certains journalistes parisiens, la suffisance et la connaissance de tout. Il faut avoir l'humilité de pouvoir appréhender les choses et de dire, tiens, ça, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Mon enquête, par exemple, quand je l'ai commencé dans les années 90, j'étais loin de penser que je me rendrais au Maroc avec tous les sujets de découverte et d'aventure qui ont jalonné cette piste. C'est pour ça que même quand on habite le 9-3, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir la curiosité de chercher de ce qui se fait ailleurs. Je ne pense pas, comme l'actuel président, que la culture française, ça n'existe pas. Pour moi, c'est grave, parce qu'un individu qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre une bouteille de Coca-Cola et un bon Bordeaux. Et on a d'autres qui ont rejeté la princesse de Clèves. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de chercher à comprendre ce qui nous échappe. Alors ça, c'était une très belle définition du journalisme, mais peut-être, Jean-Jacques Nano, allez-vous nous donner une définition de la culture pour le petit Larousse ou le Robert?
Pour moi, la culture, c'est, comme disait Jean-Loup, la connaissance, la poésie, comme dit Sandrine, la lecture, l'aventure, évidemment. Mais moi, je n'imagine pas la vie sans culture. Pourtant, je suis un modeste artisan, mais je pense être plus lettré que mes confrères. Ce n'est pas par, pas snobisme que je dis ça, mais je sais que c'est comme si je prêchais dans le désert parfois. Mais je rencontre quand même des personnes avec qui on peut discuter de culture. Et la culture, moi je pratique la culture par le théâtre, par l'histoire. Par votre expérience de vie, on en parlera tout à l'heure. L'expérience de vie, oui, tout à fait. Bon, le français est très important, de plus en plus important dans notre vie du XXIe siècle. J'ai peur de voir partir tout ça, mais aussi j'aime bien la langue occitane et le chant occitan, le chant des troubadours. On a parlé de culture et de curiosité. Eh bien, nous allons aller plus avant tout à l'heure, mais je vous propose un petit souffle musical. En vous rappelant que nous avons une émission spéciale à la veille du Salon du Livre de Rocamadour qui porte le très beau nom de la truffière au livre. Pendant cette pause musicale, Patrick de Carolis, j'ai deux très belles définitions de la culture et de deux auteurs qui... Oui, en tout cas, deux définitions qui, moi, me parlent vraiment. Il y a celle d'André Malraux qui a dit la culture, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas qu'un accident de l'univers. Et puis celle de Jean-Paul II, qu'il a prononcée en 1980, je crois, à l'UNESCO, en disant « La culture, c'est ce par quoi l'homme devient homme ». Effectivement, ça laisse à méditer. Et on a aussi dit que la culture, c'était la curiosité. Alors, nous avons avec nous en studio Jean-Louis Zambert, qui est un journaliste d'investigation. Alors, est-ce que tout journaliste ne devrait pas être d'investigation ? Non, oui, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qu'on peut traiter rapidement. Cette question est intéressante parce que l'investigation que j'ai publiée sous le titre 56, le premier tome en octobre 2015 avec le sous-titre L'État français complice de groupes criminels et le tome 2 qui vient de sortir, ça commence par un fait divers. Donc j'aurais très bien pu m'arrêter à ce fait divers. Le fait divers, c'est une femme algérienne avec son mari qui vit en région parisienne, qui habite en France depuis longtemps, 2 enfants à l'école laïque, pas de problème, qui s'habille à l'européenne. Et puis un photographe que je fais travailler me dit « Écoute, j'ai croisé... peu importe son nom, je l'ai vue avec le hijab, la gandoura, elle m'a fait signe, elle m'a mis un mot dans la boîte. Et en réalité, cette femme, il me dit, est-ce que tu crois qu'il faut la rencontrer ? Je dis oui, si elle a eu un changement de comportement. C'est en 1990, donc au moment de la montée du Front islamique du salut en Algérie, où il y a les premiers attentats. J'ai dit, évidemment, s'il y a un changement dans le comportement, il faut voir ce qui s'est passé. Et cette femme, donc, elle a plongé dans un véritable enfer, un propagandiste du fils est arrivé dans sa famille, c'était un cousin de son mari, avec un visa de 3 mois.
Et en 15 jours, 3 semaines, il a retourné complètement son mari. C'est-à-dire qu'elle était emmenée à la mosquée pour jurer sur le Coran qu'elle n'avait pas d'amant, elle ne devait plus s'habiller à l'européenne, privée de téléphone pour pas communiquer avec les impurs, ne pas sortir après 4h30. Et quand on arrive à la rencontrer, qu'elle nous raconte tout ça, je me dis c'est pas possible, on est en 1990, fin 90, début 91 en région parisienne. Je me dis, elle en rajoute, il faut que je vérifie les faits. Donc je la fais parler, et puis elle me dit, mais si, allez voir, il y a d'autres femmes qui sont sur Barbès, qui viennent d'être répudiées, qui se retrouvent à la rue, certaines se prostituent pour faire vivre leurs enfants, et son cousin a parlé, je l'ai entendu avec mon mari, de faux papiers, trafic de faux papiers sur Belleville, etc. Bon, donc je fais d'abord un papier sur elle, ça aurait pu être un fait divers. Comment une famille qui vit à l'européenne se retrouve plongée du jour au lendemain, même pas au Moyen-Âge, mais dans l'enfer, quoi. Parce qu'il faut savoir quand même que cette femme, quand elle est battue, par exemple, que les voisins entendent des cris qu'ils appellent la police, c'est le cousin qui va répondre à la police et dire vous inquiétez pas, c'est un problème de famille. Et les policiers repartent en disant bon bah c'est pas grave. Et cette femme réussit un jour à s'échapper de chez elle pour aller au commissariat. Elle veut déposer plainte. On dit oh c'est encore une histoire de fesses entre gonzesses. Voilà. Alors c'est pour donner une idée du vécu. Et là je me dis quand même faut que je vérifie avant de faire l'article. À l'époque j'étais collaborateur de VSD et qu'il y avait encore une rubrique investigation. Et c'était François Siegel, le directeur. Je vais sur Belleville, sur Barbès, je vais dans les cités voir des jeunes. Je prends contact avec une association qui s'appelait des Nanabeurs, dirigée par des femmes algériennes, qui m'explique qu'effectivement il y a une augmentation de femmes répudiées, de femmes battues. Donc il y a un milieu, si vous voulez, des citoyens français, croyances musulmanes, qui suit la montée de l'intégrisme en Algérie et qui s'accompagne des mêmes avec des filles qui sont droguées pour passer la frontière pour être mariées au bled en Algérie, enfin des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc ça commence par la cité, etc. Et puis j'aurais pu m'arrêter là. Je fais un portrait de cette femme en dissimulant son visage, en expliquant, je publie un article dans VSD, un autre dans l'Humanité qui s'appelait Femmes rebelles, parce que je rencontre plusieurs femmes de différentes nationalités, tunisiennes, algériennes, marocaines, etc., pour voir des vécus différents avec des origines différentes. Et puis, un contact que j'ai dans les milieux de la presse algérienne me dit « Tu devrais te renseigner parce que moi j'ai une information selon laquelle le Front islamique du salut va faire son premier meeting en Europe en France. » Je dis écoute, ça m'étonne parce que qu'ils fassent un premier meeting, oui, tu me diras en Angleterre peut-être, qu'ils ont plus facilement accès à des tribunes sur la rue, etc. Puis en France, ça m'étonne. Je prends contact, je me renseigne dans les contacts qu'a tout journaliste, dans les renseignements. Je vais dans les cités aussi où je sais qu'il y a des mouvements qui sont concentrés dans la banlieue ouest, dans la banlieue nord aussi. Et puis finalement, j'ai confirmation que le premier meeting du Front islamique du salut algérien va se tenir effectivement dans les locaux publics de la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Je veux y aller, parce que moi j'ai commencé cette enquête avec une femme battue, et je me retrouve en suivant comme ça, mais sans avoir vraiment la volonté de faire une enquête sur le long terme, avec le premier meeting du Front islamique du salut algérien qui se tient en région parisienne. Donc je vais là-bas pour rentrer. Et bien évidemment, je tombe sur un service d'ordre, des jeunes gens sympathiques, 1m90, tenue militaire, la barbe comme dans le Coran, crâne rasé. Évidemment, j'ai dit journaliste, je veux rentrer. Il dit non, pas de journaliste, c'est interdit à la presse. Ah, je suis désolé, ce sont des locaux publics, c'est un meeting public, si je ne peux pas rentrer. Et là, très vite, il faut que je réagisse parce que je dis, qu'est-ce qui se passe ? Dehors, il y avait bien évidemment ce qu'on appelle les SOUM, les sous-marins, les camionnettes, des voitures banalisées dans lesquelles il y avait des ST, renseignements généraux, il y a peut-être même la sécurité algérienne. Tous faisaient des photos plus ou moins. Donc eux avaient intérêt à ce que les gens continuent d'arriver au meeting parce que les gens étaient emmenés en car depuis même y compris des villes comme Roubaix. Et eux avaient intérêt à ce que leur meeting se tienne, à ce qu'il n'y ait pas d'esclandre. Donc c'est la dernière fois de ma vie où j'ai sorti ma carte de presse en disant je suis journaliste, je veux rentrer, vous ne pouvez pas m'empêcher d'entrer, etc. Et là vient vers nous un homme, 35 ans, propre sur lui, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous Je dis voilà, je suis journaliste, mais vous travaillez pour quel journal, il n'y a pas de presse aujourd'hui, je travaille pour VSD. Et le gars me dit « Ah, VSD, merci beaucoup pour votre article, oui, vous pouvez rentrer, etc. » Et moi, je me dis « Mais de quoi il parle là ?» Mais ça n'a même pas d'importance, l'essentiel, c'était de rentrer. Donc je rentre et j'assiste au meeting avec les femmes d'un côté, sur la gauche, les hommes sur la droite, à peu près 500, 800 à 1000 personnes. Et puis le meeting qui se tient avec des dirigeants du FIS qui voyageaient en France pour rencontrer les médias et des parlementaires pour commencer à voir comment la France pouvait les soutenir, les milieux politiques et médiatiques pouvaient les soutenir. Le photographe que j'ai réussi à faire rentrer avec moi, je lui dis
Ils ne veulent pas de photos, tu fais la tribune, le premier rang, parce qu'au premier rang c'est toujours là qu'il y a les invités, et 1 ou 2 photos de la salle et on arrête. Et donc il fait les photos, il développe les photos, à l'époque c'était l'argentique, et sur une des photos, je vois quelqu'un qui est assis au premier rang parmi les invités, et dont j'avais déjà vu le visage. Parce que je ne suis pas vous savez, où il y a des chaînes de télévision comme BFM, vous avez beaucoup d'experts, de spécialistes du terrorisme, de l'islam, etc. Pour moi, un spécialiste de l'islam, déjà, c'est quelqu'un qui a fait l'angzo, qui a vécu dans les pays arabes, qui parle arabe, qui connaît les pratiques, les habitudes, les cultures, etc. Et là, je dis, bon, ce gars, je le connais, c'est pas possible. Et ça me reporte sur les attentats de 85-86 qui avaient eu lieu à Paris, et où était impliqué un mouvement, une organisation des frères musulmans tunisiens, qui s'appelait à l'époque le mouvement de la tendance islamique. Et suite aux attentats qu'ils avaient fait en France pour se redonner une image de marque plus propre, avec moins de sang sur les mains, ils s'étaient rebaptisés Ennahda. Et donc, je reprends mes contacts, évidemment, dans les milieux de la police, du renseignement, de l'antiterrorisme, et les gars, la plupart découvrent qu'effectivement, cette personne est l'idéologue, le numéro 2 de la branche des frères musulmans tunisiens, recherché par Interpol pour association à une organisation terroriste extrémiste. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelle année se passait cet événement ? 1990-1992, c'est cette période-là. Alors, je suis désolé, mais quand on est journaliste, qu'on découvre quelque chose comme ça, il faut le crier à la face du monde. Oui, pour le crier à la face du monde, il faut avoir des médias qui répondent. Alors je peux. Alors est-ce que par exemple, on pourrait frapper à la porte d'un président d'un groupe de télévision? Oui, mais malheureusement, à cette époque, il n'y avait pas un homme de culture qui s'appelait Patrick de Carolis. Prix libre, indépendant et innovant, mais plutôt d'un serviteur, d'un valet. Donc, parce qu'ils ont eu, après, à mener toutes les campagnes que vous connaissez, parce que mon livre s'inscrit dans la continuité de ce que je décris à partir de ce fait divers, c'est-à-dire les campagnes médiatiques qui ont été préparées sous la responsabilité de Premier ministre, tant du temps de M. Fillon que du temps de M. Jean-Marc Ayrault et de M. Valls par la suite, des campagnes qui ont été montées d'abord contre la Libye, contre la Syrie, et il fallait faire passer des images en boucle. Il faut voir comment, sur les chaînes privées, que M. Patrick Drahi est le propriétaire de BFM TV, de Libération et de l'Express. Oui, et donc, propriétaire de dettes. Et voilà, donc si vous voulez vous amuser à quelque chose, vous prenez 2 pages de Libération, vous les mettez par exemple dans l'Express ou dans Le Monde, et sans que la personne voit ce que vous lisez, vous dites « Oh là là, t'as vu ce qu'ils disent dans l'Express ?» et ça ne choquera personne. Et alors, j'ai voulu faire partager mon enquête. Tant que j'écrivais sur les femmes qui subissaient des sévices, pas de problème. Mais quand j'arrive, parce que j'ai continué mon enquête, ce que je découvre est incroyable. Je me dis, voilà des gens qui sont recherchés par Interpol pour association à une organisation extrémiste de terroristes. Les uns ont tenté un coup d'État en Tunisie, les autres sont impliqués dans des attentats à la bombe à l'aéroport d'Alger. Voilà des gens qui sont recherchés par l'Organisation internationale de la police criminelle et qui vivent tranquillement en France. Mais de quoi vivent-ils ? Donc je fais toute une recherche. Je m'aperçois qu'ils ont des sociétés, qu'ils figurent dans des conseils d'administration d'hôtels, de sociétés d'import-export, d'agences immobilières. Donc ils ont vraiment une activité non seulement publique, économique, mais ils ont également une activité politique. Par exemple, M. Salah Karker, qui était un des fondateurs du mouvement Ennahda, avec Rachid Ghanouchi, qui était réfugié en Angleterre, a été en 1992, je crois, au Salon du Bourget, où l'Union Organisation des Islamiques de France fait chaque année son rassemblement, et a appelé publiquement à renverser tous les régimes islamiques, tous les régimes du Maghreb, pour instaurer, ce qu'il voulait, c'était instaurer des dictatures islamiques. Parce qu'ils ont commencé pour la Tunisie, partant du principe que c'était le plus petit État, que ça serait plus facile. Alors quand on a des éléments pareils, quand on écrit un livre pareil, on pourrait s'attendre à être publié chez un grand éditeur parisien. Je n'ai rien contre IS Éditions qui publie vos livres. Vous avez essayé, vous avez frappé aux portes. Bien sûr, mais j'ai déjà... Et on vous répond poliment ou... Le travail est excellent et de qualité, mais malheureusement on n'entre pas complètement dans la collection investigation enquête. Pour vous donner une idée, en 1993, quand j'ai réuni toutes ces preuves, donc, parce que je me dis, si je suis rédacteur en chef, qu'un journaliste indépendant vient me voir en disant il y a des terroristes, des gars qui sont recherchés pour des activités terroristes qui circulent librement dans les rues de Paris, moi je vais demander des preuves.
Donc je veux voir les cabis sociétés, Oui, s'ils c'est ont des ce que- sociétés où ils habitent, ce qu'ils font, leurs activités. C'est ce qu'on appelle vérifier l'information. tout Exactement. simplement, ouais. Donc moi, l'erreur que j'ai commise, c'est de me pointer dans les salles de rédaction avec les preuves. Je vais vous donner une idée. Je collaborais à VSD, donc moi je discute même pas de la question de la rémunération. Je collaborais en indépendant. Et je dis à l'époque, ben voilà, j'amène ce sujet et le responsable des informations générales me dit, écoute, le sujet est béton, il y a tous les trucs, on voit avec l'avocat, il n'y a pas de problème, tout est préparé, c'était le vendredi soir, et la maquette est mise en forme. Il ne reste plus qu'à mettre les titres et les intertitres. Et je dis au rédacteur en chef de l'époque, je dis bon bah écoute, je repasse lundi, puis on se mettra d'accord. Je savais qu'on trouvera un accord financier. Je veux dire, pour moi, l'essentiel c'était que ce travail paraisse. Que le papier sorte. Voilà, que le papier sorte. Je viens le lundi, alors déjà dans la rédaction, c'était une ambiance de mort vivant, tu vois, les cimetières à côté, c'est la joie. Et je dis ça va les gars, qu'est-ce qu'il y a? Puis je vois le rédacteur en chef, je lui dis écoute, faut qu'on se voit. Il dit oui, bah justement, viens, faut qu'on se voit. Il m'emmène donc dans sa cage. Il ferme sa porte, et puis il me dit, bon, écoute, il faut déjà qu'on soit d'accord sur une chose, c'est qu'un directeur de journal a le droit de publier ce qu'il veut dans son journal. Ah, et j'ai dit, écoute, me prends pas pour ce que je ne suis pas, dis-moi pourquoi ça paraît pas, on va gagner du temps. Et là, il me dit, tu comprends, le sujet est pas vraiment dans l'actualité. Ah, j'ai dit, là, écoute, il faut que tu trouves autre chose, parce que la semaine dernière, il y a Tahar Djaoud, qui était un poète communiste algérien, qui vient de se faire assassiner. Il y a des femmes dans un village du sud algérien qui ont été assassinées à coups de hache parce qu'elles refusaient de porter le voile. Je dis non, le sujet est dans l'actualité. Il tourne plus dans l'actualité, que ça se passe en France et que ça concerne des individus recherchés par Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle. Et là, il me dit, oui, mais tu comprends, pour les lecteurs, c'est que 4 terroristes de plus. Ah, mais c'est pas n'importe lesquels. Je dis, cela, regarde, t'as la photocopie des fiches d'Interpol sous les yeux, j'ai vu les originaux. Alors je ne dis pas comment je les ai eus, mais j'ai vu les originaux. Je sors la photocopie des cabis sociétés, j'ai dit ils ont une vie publique. Je sors un rapport que j'ai réussi à avoir des services de renseignement qui montre les activités qu'ont ces gens-là, y compris à l'époque de recherche d'armes de guerre en région parisienne, par ces mouvements. Donc ça c'est 93, nous sommes bien avant 2011, la Libye et la Syrie. Et après, j'ai donc, bon, on va te payer les frais de téléphone, etc. Paris Match. Alors là, Paris Match, ça a été la cerise sur le gâteau. Je porte mon reportage au rédacteur en chef de l'époque, qui me dit ton sujet, écoute, c'est génial, on sort ça, va voir Nicolas Hunier, que je connaissais, qui était responsable du livre chez Philippe Aki à l'époque. Je vais voir Nicolas Hunier, qui me dit, écoute, est-ce que tu peux écrire l'enquête, mais d'un trait, comme tu l'as vécu jour après jour? Ben, je dis oui, j'ai tout en tête, je t'écris ça en 3 semaines, ça va être fait tout de suite. Je dis, bon, ben, quand le journal sort ça, nous, on s'en sert. Et puis donc, je devais rappeler, je rappelle donc le lundi suivant la rédaction en chef de Paris Match, qui me dit, pas de problème, on a transmis à la responsable du service enquête investigation. Prends contact avec elle. Donc je prends contact avec elle et elle me dit, ah bah oui, justement, ton papier est très bon, il est bien bordé, mais il manque un peu de couleur locale, donc on a décidé d'envoyer Roger Haut, qui est le spécialiste du Moyen-Orient en Tunisie, pour compléter le travail que tu as fait. Ah, j'ai dit, écoute, déjà j'aurais bien voulu être au courant, je demandais pas forcément aller en Tunisie, mais moi j'avais les contacts là-bas, j'aurais bien voulu voir ce qui allait se passer. Et quand Roger Haut revient de Tunisie, il a réécrit un article, mais il s'est servi des faits que j'avais moi, et il a rajouté, alors, il faut bien comprendre que l'article, c'était sur les frères musulmans recherchés pour terrorisme dans les rues de Paris, c'était devenu des taupes de Téhéran dans les rues de Paris. Et tout avait été, je veux dire, tout avait été traficoté. Donc je me suis opposé, bien sûr, à la publication de ce reportage, et après j'ai fait l'Express, le Figaro Magazine, le Nouvel Obs, enfin j'ai fait tous les, y compris le Canard enchaîné, et il n'y a qu'un seul journal qui a publié à l'époque 4 pages sur mon enquête, c'était l'Humanité Dimanche de l'époque. Eh bien, voilà la réalité du métier de journaliste. Merci Jean-Louis Zambert. Et puis je vous propose, après une petite plage musicale, que nous passions du réalisme au surréalisme.
Dernier des 4 auteurs qui sont invités dans nos studios à l'occasion de la Truffière au livre qui se tiendra à Rocamadour le 3 septembre, Jean-Jacques Nano. Alors, votre livre est une biographie et puis un hommage à votre père ? C'est ça, oui. Parce que je tenais à le faire depuis des années. Et il arrive un moment où il faut y aller, il faut le faire. J'ai mis 4 ans pour le faire. Mais mon combat date depuis 1988. Alors c'est un vrai combat. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous résumer la vie de votre père qui a croisé des gens très connus, des gens qui ont fait le surréalisme, je pense notamment à André Breton, et puis qui a terminé dans les geôles de la République, oui, et qui est décédé relativement jeune. C'est ça, oui. Ben, je vais essayer d'être bref. Voilà. Bon, pour tout vous dire, moi, je suis né le 13 octobre 1952. Mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. Donc, j'ai pas pu connaître ce père hors du commun. Si ce n'est, j'ai des souvenirs vagues tout petit. Il m'avait amené un ballon. Il me regardait. Enfin, il était différent des autres gens. Et puis, à 5 ans, à mon âge de 5 ans, j'apprends qu'il est arrêté, qu'il est en prison, mais je ne sais pas pourquoi. Après, à 10 ans, on m'apprend sa mort, et il a 41 ans. Et il a fallu que j'attende l'âge de 35 ans pour qu'un certain René Rougerie, éditeur de poésie à Mortemart, parle à la radio de France Bleu Limousin au micro de Michel Blois, raconte ses souvenirs, et puis il parle d'un homme qui s'appelle Henri Nano, un paysan, un poète paysan, qui ne sait pas passer la marche arrière avec sa voiture dans Limoges, et il cherche quelqu'un pour lui reculer sa voiture. Et puis, ils se sont mis à parler de poésie, et il dit, j'ai connu André Breton au régiment à Poitiers, en 1940, et ce qui nous a rapprochés, évidemment, c'est la poésie. Rougerie était enchanté, bien entendu, et puis, ils se sont revus maintes fois. Mon père a commencé à écrire avant la guerre et il a eu la chance de publier sa perquisition où il relate les épisodes de la guerre 39-45 dans le surréalisme même d'André Breton. Donc il est remonté à Paris, il a vu Breton, voilà. Et puis pendant la guerre, il faut dire pendant la guerre, donc il a été résistant auprès de Georges Guingouin sous le nom de Bouteille ou Chopin parce qu'il ne buvait pas. Et puis là, il était dans le groupe du colonel Charles Goumondi. Et Charles Goumondi était un peu poète, lui aussi. Et puis il l'a nommé, c'est lui qui l'a nommé le poète paysan. Et puis après la guerre s'est arrêtée. Il a continué à écrire, mais il avait 3 mots en tête, mon père. Il avait poésie, justice et liberté. Et il s'était passé des choses pas très claires à Chambray pendant la guerre pour nuire au préfet du Maquis, Georges Guingouin. Et lui, on a mis en cause des partisans, des maquisards comme lui, qui ont été condamnés pour avoir assassiné une famille, etc. L'injustice, ça collait pas. C'était pas Jean de la Maison. C'est pas du tout Jean de la Maison, voilà. Lui, c'était la justice et la liberté. Et il a commencé à écrire un livre qui s'appelle Flic aéré en 1957. Il était prêt à le publier. Il avait mis au courant André Breton. Et ça causait quelque peu du remous. Et puis, voilà la guerre d'Algérie qui éclate. Nous sommes en 57, alors il y a beaucoup d'événements qui se passent qui sont similaires avec l'histoire de mon père. Il y a l'histoire des réfractaires de la Ville de Dieu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui. Qui sont Fanton et Romanet, qui sont aussi des communistes retirés du parti, l'ancien combattant, notre ancien poilu, enfin bon, tout ça, ça fait un amalgame. Et mon père, lui, dénonce trop tôt les tortures en Algérie. Donc, la question n'était pas encore sortie. Le livre La question n'était pas encore sorti, le livre d'Alleg. Non. Mais plus tard, j'ai retrouvé des articles d'Henri Alleg, sur Henri Alleg dans les archives de mon père. Et puis, il faut savoir que le sous-ministre secrétaire d'État à la guerre d'Algérie, Marcel Champé, et son voisin,
il est sénateur-maire de Masseret en Corrèze, et il a eu la bonne ou mauvaise idée de mettre un panneau aux abords de la propriété de M. Champé, honte aux paras et tortionnaires, paix en Algérie. Mais il faut dire que c'était juste après un soi-disant attentat où on a accusé un certain Francis Rougerie et René Vial, qui étaient des militants communistes. Après cette histoire de panneau, un deuxième attentat, entre guillemets, qui casse 2 carreaux, le panneau signé Nano, donc on fabrique un coupable idéal, et il se retrouve en prison, et 15 jours après, encore M. Champé échappe à la mort au pont de la Roselle, la voiture est mitraillée, mais M. Champé n'est pas là. Il est à Paris, bien sûr, dans ses bureaux. Et donc, mon père sera trimballé de prison en prison, mais il faut dire qu'au départ, il a été malmené, il a été soigné à l'hôpital psychiatrique brièvement. Après, on l'a mis en prison, Limoges, Brive, Tulle, etc. À Tulle, Breton lui envoie, n'étant pas sur place, un autre poète surréaliste, Jean Mailloux, avec qui il se lie d'amitié. Et puis après, il se retrouvera à Fresnes, en Corse, etc. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre père qui a eu la vie que vous venez de nous décrire, qui a connu des gens fort connus, et on sait qu'il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur la résistance en Corrèze pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'il a fallu attendre autant de temps pour que ce soit son fils qui soit obligé de faire sortir ce qu'on peut appeler un vrai personnage? Disons que quand même, il y a la base de mon combat, le livre de René Rougerie, Un amour fou de liberté, un petit clin d'œil à Breton. Oui. Et après, j'ai pu le faire rééditer. J'ai fait rééditer son scène de la vie du maquis qu'il vendait dans les foires en 1945. Ce qui s'est passé... Oui, mais c'est un combat propre à un fils. Il n'y a pas quelqu'un de connu, de célèbre, du maquis, du surréalisme qui essaie de le réhabiliter? Non. À ma connaissance, non. Malheureusement, à part Rougerie. Et la deuxième version de René Rougerie, elle est préfacée par un homme de théâtre qui a fait une magnifique pièce qui s'appelle La Nuit des Feux, Eugène Durif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. Une magnifique préface. Et j'ai été voir à Paris, au Théâtre de la Colline. C'est le plus surréaliste que j'ai connu par rapport à mon père. Mais bon, il s'appelait Jean Vert et on est un peu à cheval sur l'histoire et la guerre d'Algérie. Et là, j'ai rencontré quelqu'un que M. Patrick doit connaître, Akram Belkaïd. On a fait un débat, il fait partie du monde diplomatique par rapport à la guerre d'Algérie. Il a fait un article dans les chroniques du Blédard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le journal d'Oran. Mais après, il y a juste la réédition de ce livre, mais il n'y a rien. Et alors moi, c'est un truc que je ne peux plus garder pour moi, c'est pas possible. Je fais une analyse de ce qui est arrivé. De ce qui est arrivé à Guingouin, ce sont les mêmes personnages, les mêmes méthodes. Et à l'âge révolu que j'ai maintenant, je tiens à faire partager tout ce que j'ai accumulé au fil des années, quoi. Je vais avoir 65 ans et bon, voilà, j'ai envie de faire partager ça parce que personne ne l'a vraiment fait à ma place. Eh bien écoutez, merci, voilà, 4 auteurs, des expériences fortes, 4 auteurs parmi les 70 qui seront, je le rappelle, à la Truffière au Livre le 3 septembre à Rocamadour. Madame, messieurs, merci. Et puis bien évidemment, vous serez là pour dédicacer vos livres, notamment l'invité d'honneur du salon, Patrick de Carolis, qui sera là de 11h à 12h et de 15h à 17h pour les dédicaces. Il me reste à vous remercier, c'était une production de Radio Vicomté, avec Christian au micro et André à la technique son. Merci et à bientôt sur les 103.9 de Radio Vicomté. Merci de votre accueil. Merci.